vais vous parler de design thinking, ce mot qui est à la mode depuis à peu près 2009, depuis le fameux livre de Tim Brown, Design Thinking, qu'on pourrait traduire de manière forcément un peu courte, la pensée design, mais c'est finalement le seul item qu'il a trouvé pour répondre à la conférence qu'il avait fait à Stanford, donc en 2007. Et alors, on va essayer de décrire ce que c'est finalement cette espèce de pensée design et en quoi le design thinking est un mode de management du projet à tendance d'innovation extrêmement efficace. Pour résumer, j'ai une question posée, je la re-questionne en la contextualisant et en me mettant en mode projet pluridisciplinaire. Ce qui est agréable dans ce métier, je pense dans d'autres aussi, mais c'est effectivement ce rapport étroit qu'on peut avoir en fait avec les gens et notamment des fondateurs d'une PMI familiale. Parce que si on les engage dans des investissements lourds, on sait qu'on va faire gagner la boîte ou la planter. Donc c'est vraiment des relations extrêmement fortes. Alors comment a débuté cette histoire? Cette entreprise, c'est la société Augeron, fondée par M. Claude Augeron, qui part d'un métier, celui de graveur, et qui en fait accompagne le développement de la création de salles de contrôle de process, avec donc des postes opérateurs qui font face à des tableaux synoptiques. Je vous parle de ça, c'est avant le numérique. Hein. Voilà. Donc on projette des images ou alors on grave des grands tableaux synoptiques avec des chemins lumineux. Vous avez tous vu ça un jour dans des images. Donc métier de graveur et métier de créateur de meubles, en fait, de postes de travail pour des postes opérateurs. Donc quand on fait des salles de contrôle pour le puisage des eaux propres de Nantes, pour le puisage des eaux propres de Paris, pour la fabrication du lait en poudre pour les nourrissons dans une usine Nestlé dans le Nord, vous imaginez les contraintes techniques qu'il y a autour de la création de ce genre de salle de contrôle. On n'arrête pas une usine de criquage de lait. Hein. Voilà. Et puis qu'on fait aussi des implantations de salles de contrôle complexes, par exemple au-dessus de tunnels d'autoroutiers ou dans des sous-sols à Montparnasse pour les eaux propres de la ville de Paris. On finit par comprendre que cette entreprise, en fait, est dans un secteur soumis à des appels d'offres et d'essayer de gagner, en fait, des concours par des avant-projets. Donc, cette entreprise a très vite compris l'intérêt du design pour arriver avec un plus dans ces contextes-là, c'est-à-dire avec des projets soit d'ingénieurs, soit d'architectes, mais qui peut-être avaient des manques, par exemple dans la prise en compte de l'ergonomie, dans la prise en compte d'une espèce de rationalité quand même de la construction de ces éléments-là, et de l'intégration des contraintes et des coûts aussi. Donc on finit par emmener l'entreprise à prendre un peu de champ par rapport à son activité et lui faire en fait commencer à créer ses produits propres. Je vais vous raconter une autre histoire, toujours une histoire d'homme, puisqu'on parle d'entreprise. Hein. L'entreprise n'est rien sans les hommes. Et je vais vous parler du seul client, quasiment le seul client que j'ai démarché, comme on dit. Pourquoi? Parce que je navigue beaucoup, j'essaye d'avoir du temps pour ça, c'est pas toujours facile. Et je voulais vraiment repenser les équipements pour la navigation de plaisance. La plus belle entreprise, c'est Plastimo, donc c'est l'entreprise que je suis allé démarcher. Ils m'ont donc posé une question, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que voilà, on a un petit compas de relèvement, donc c'est un petit appareil qui sert à prendre des gisements, qu'on appelle des amers, des repères, qui sont facilement repérables sur une carte, et puis comme ça, on sait où on est, mais ça sert aussi à plein d'autres choses. Et c'est aussi quelque chose qui est dans la liste des instruments de bord obligatoires. On s'aperçoit que quand on est à bord de plateaux de plaisance, la personne qui a ça autour du cou, c'est souvent le skipper, c'est-à-dire celui qui va dire, qui garde le cap, je vais là-bas. Donc il a ça autour du cou, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de statutaire. Voilà, donc en fait on s'est posé toutes ces questions-là, alors que la question posée par l'entreprise c'était, on a un moule de protection de notre compas de relèvement qui est en fin de vie, on va en profiter pour vous tester et voir effectivement ce qu'on peut faire avec le design. Avec les questions qu'on a posées sur le statut de cet objet, et puis la complexité qu'on a apportée nous-mêmes au cahier des charges de départ, qui était quand même assez ténue. On a fait un très gros travail en fait sur les formes. Donc il faut savoir que des formes complexes comme celle-ci, pour exprimer quelque chose de très très précis, hein, qui est de transmettre des sentiments de qualité, de valorisation de soi, etc., ça demande une très grande qualité d'écriture formelle, d'une part. D'autre part, une petite anecdote toute simple, c'était le premier compas de relèvement qu'a la Dragon, ce petit fil qui permet de l'accrocher autour du cou, dans le bon sens pour quand on le prend d'un geste, de l'avoir directement en face des yeux. Ça paraît bête, mais c'est le premier compas qui a proposé en fait cette facilité-là d'usage. Et puis alors, plus amusant encore, il y a une pièce au fond là qui est un peu jaune paille, voilà, vous la voyez à travers la cellule. Et bien c'est pour répondre en fait à cette contrainte qu'on s'était dit,
pour l'usage de nuit, ni radioactivité, ni piles, ni lampes. Donc plus de radioactivité, plus de piles, plus de lampes, très grande économie sur le coût réel, en fait, le coût de revient final de l'objet, et le premier compas qui a cette innovation-là. Plastimo n'exportait pas en Europe du Nord, parce qu'il y a des marques historiques d'équipements de la navigation de plaisance, mais comme c'était le premier compas qui respectait l'environnement, d'un seul coup, Plastimo s'est mis à vendre ces appareils-là en Scandinavie. Ce produit a été dessiné en 1987. Aujourd'hui, Plastimo me dit, c'est le produit emblématique de la marque. Il est toujours leader des ventes. Aujourd'hui, après avoir dessiné aussi les premiers enrouleurs de phoque en matériaux de synthèse, et Dieu sait qu'on a été critiqué à l'époque, aujourd'hui on est copié par les plus grandes marques américaines, puis reconcevoir avec des encres, des compas multifonctions, des pompes de secours, qui sont aujourd'hui en première monte sur les plus grands chantiers internationaux. Aujourd'hui, Plastimo nous interroge sur leur stratégie produit. Donc voilà comment, en fait, d'une demande initiale, on arrive aujourd'hui à une demande beaucoup plus stratégique, beaucoup plus élargie par rapport au design. Donc en fait, du design produit, on arrive au design management et aujourd'hui, en fait, on arrive à la stratégie produit. Un jour, une entreprise qui fabrique des implants orthopédiques pour le corps humain, des hanches, des genoux, des épaules, etc., nous aborde pour dessiner des instruments plus sexy. Je vais le dire comme ça. Alors comment on répond à cette demande? En s'imprimant du contexte. Voilà. Donc on va en salle d'opération. On fait une dizaine au moins de cas en salle d'opération. On discute beaucoup avec les chirurgiens. On discute beaucoup aussi avec les autres acteurs du bloc opératoire. Donc on commence à observer ça en écosystème. Puisqu'en fait, on a été voir l'entreprise et son bureau d'études qui conçoit les objets, tant les prothèses que les outils qu'on appelle ancillaires, c'est-à-dire associés à une prothèse. Donc on comprend cette logique-là, et puis il y a la logique du chirurgien ou des chirurgiens, et puis il y a la logique des infirmières chefs de bloc, en fait, qui assemblent les instruments pour les présenter avec une séquence d'avant au chirurgien. Donc on est face, en fait, à une espèce de théâtre d'opération, où en fait on a trois types de logiques différentes pour arriver à un résultat complexe qu'est la pose d'un implant aussi complexe par exemple qu'un genou complet ou un genou total comme on dit. Donc une fois qu'on comprend ces relations, qu'on comprend ce contexte très particulier qu'est la salle d'opération avec ce niveau d'asepsie absolu que nécessite l'opération dans les os humains, eh bien la force du dessin est incomparable. Voilà. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des paperboards ou sur des nappes de restaurant papier et là je risque le cliché du designer qui dessine sur la table de restaurant, mais c'est quand même assez rare. Ça permet de dialoguer directement avec les gens du bureau d'études, mais aussi avec le chirurgien, parce qu'on lui dessine l'os, il reconnaît le type de coupe qu'il va faire, et du coup on peut l'interroger directement sur l'amélioration qu'on souhaite apporter à cette séquence-là précise. Ensuite, il va le voir d'autres dessins qu'il va pouvoir identifier beaucoup plus facilement que des dessins techniques, alors que d'habitude le bureau d'études va lui montrer des dessins techniques auxquels en fait il ne comprend rien parce que ce n'est pas sa formation, ce n'est pas son langage. Donc ces dessins-là designers sont très efficaces pour ça. Voilà. Et de fil en aiguille, la relation entre l'entreprise qui a demandé de faire plus beau les instruments de pose commence à comprendre qu'on est rentré dans un processus beaucoup plus élargi et beaucoup plus stratégique, puisqu'en fait ces démarches de compréhension du domaine, du contexte, de ces différentes logiques qui s'opposent, qui essayent de travailler ensemble, va faire qu'on va mettre en fait en place une stratégie design de simplification de l'offre instrument. Alors le design, ça mène à tout, je pense que vous l'avez déjà compris, y compris à créer des entreprises. Non seulement créer des entreprises de design, mais créer aussi des entreprises autour d'une idée. Voilà, donc là on a une idée un peu bizarre, c'était essayer de donner une réponse concrète, pragmatique, pour se protéger des mines antipersonnelles. Alors ça, c'est à cause de Renaud Gauthier, voilà, je vais le dénoncer, qui est d'une part le porteur du programme, le concepteur, l'installateur du programme IDEA, dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui a fait se rencontrer un jour deux amis très opposés, socialement, idéologiquement, enfin, etc., en termes de profil, en se disant il en sortira bien quelque chose. Alors effectivement, il en est sorti quelque chose, puisque on était effectivement d'accord sur rien, sauf sur une seule chose, on a horreur des choses qui servent à rien.
pour se donner bonne conscience. Donc en fait, c'est vrai que je n'ai rien contre l'état de chaussures usagées pour lutter contre les mines antipersonnelles, mais on peut aussi apporter une protection pragmatique. Après avoir fait un petit peu de recherche dans le domaine, on s'est aperçu que les gens essayaient de résister à cette pression incroyable qu'est celle déclenchée par l'explosion d'une mine antipersonnelle, et qu'évidemment, il ne fallait surtout pas résister. Il fallait faire un peu comme en judo, déflecter, faire avec, se servir de cette onde de souffle qui a plus de Mach 2. Pour se jouer en fait de ces mines. Donc l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de transformer en fait une catastrophe humaine, c'est-à-dire en général la mort, hein, c'est quand même assez létal comme effet, d'avoir des traumas irrécupérables et qui en plus traînent dans le temps. Parce qu'il faut, non seulement les membres sont déchiquetés, mais il y a en plus des compressions de cellules osseuses, donc ça se termine toujours très très mal. Les gens ne peuvent plus aller cultiver leurs champs qui sont minés en dépit du bon sens. De toute façon, quand on voit qu'une mine aujourd'hui coûte moins de 2 €, une mine de base, effectivement, on peut en mettre un peu partout. Donc l'idée, c'était que les gens puissent réinvestir leurs champs, recultiver leurs espaces, ou pour d'autres opérationnels, aller sur les terrains et pouvoir être protégés, ce qui n'existait pas, y compris dans l'armée. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, c'est le produit qui a le meilleur taux de dispersion et d'absorption en fait, des effets des mines antipersonnelles. À travers toutes ces histoires de design, j'espère aussi que j'ai passé un message qui est celui qu'on ne travaille pas avec passion, sans que ce soit aussi des histoires d'hommes. Vous avez vu qu'il y a des histoires d'hommes avec des entreprises, mais il y a des histoires d'hommes aussi avec mes associés, puisque ma première entreprise de design s'appelait Dia Design. Je l'ai montée avec Claude Bonin. Et je me rappelle avec beaucoup d'émotion de cette période où on se tirait la bourre, en gros, voilà, pour le faire simple, à celui qui aurait les meilleures techniques de dessin, celui qui lisait le plus que l'autre, celui qui allait être plus exigeant sur l'analyse, etc. Donc ça a été une période très enrichissante. Et puis cette période qui existe, qui est encore là aujourd'hui, avec Didier Caudron. Cette entreprise de design s'appelle toujours Design Utility, avec cette complémentarité parfaite, voilà, cette entente à mi-mot, pour aller vite sur les études et travailler surtout tous les deux avec beaucoup de plaisir. Après toutes ces histoires de design, on peut conclure en disant qu'on vit aujourd'hui une époque formidable pour les métiers du design et notamment du design thinking, puisque nombre d'entreprises françaises, étrangères aussi, mais je connais particulièrement bien les exemples des entreprises françaises, comme le groupe Decathlon, comme Orange, comme Schneider Electric, comme le groupe SEB, comme EDF, et j'en oublie plein d'autres, qui ont prouvé par l'intégration d'abord du design management et puis aussi aujourd'hui par l'intégration du design et du design thinking comme mode de management des projets d'innovation au sein de ces entreprises, voire de valorisation aussi de la recherche. Une étude anglaise a prouvé par l'étude que le ROI était largement accéléré quand on intégrait un management design dépendant directement des directions générales. Nous sommes dans cette époque-là aujourd'hui, nous sommes dans ce contexte-là. Donc effectivement, nous vivons aujourd'hui une époque très intéressante pour le design, pour le design thinking, et on profite de ce contexte-là pour qu'ici, à IDEA, nous formions des jeunes venant de tous horizons, de toute culture, de tout parcours académique pour travailler ensemble avec nos enseignants, avec la belle équipe de designers que j'ai ici, mais aussi de sciences humaines et sociales, mais aussi des professeurs de l'École centrale et des professeurs de l'EM Lyon pour intégrer tous ces apports-là, tous ces savoirs-là, intégrés dans l'espace du projet par le design thinking. Et c'est vraiment aujourd'hui une très belle conclusion provisoire à mon parcours de participer activement donc au développement de ce programme.